Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses de la vulgarisation sur Internet. Dans la précédente vidéo, on parlait de faire relire ses scripts, ou son blog, ou ses textes, peu importe le format, et notamment de la relecture de type scientifique. Et même si vous avez été finalement assez peu nombreux à regarder cette vidéo, vous avez été quand même plusieurs à me poser une question qui est très pertinente, qui est de comment est-ce qu'on trouve un relecteur ? Et comment est-ce qu'on fait pour le convaincre, le ou la convaincre de faire cette relecture gratuitement pour nous? Alors franchement, je ne sais pas quelle est la bonne méthode, je vais vous partager comment je fais moi, mais vraiment gardez en tête que c'est pas forcément la seule et unique façon de faire. Il n'y a rien de bien sorcier dans ce que je fais, finalement ma technique c'est juste d'avoir beaucoup de potes ou des connaissances dans plein de domaines. Ce qui revient à dire d'avoir un réseau, mais j'aime pas le terme réseau parce que souvent on sous-entend des relations entre les gens très sérieuses, professionnelles et formelles. Alors que dans mon cas, mon réseau, c'est quelque chose de très simple, c'est avant tout des potes ou des gens du moins avec qui on pourrait passer une soirée dans un bar ou jouer à un jeu sans parler boulot, mais qui se transforme aussi en relecteur ou en source d'information. Donc dans ma bouche, le terme réseau se réfère plutôt à toutes mes connaissances. Il n'y a vraiment rien de formel derrière. Donc, mon conseil, vous l'avez compris, c'est de développer son réseau. C'est un réseau, ça veut dire qu'on demande des relectures ou de l'aide sur un script, mais c'est quelque chose de très chronophage et de gratuit souvent, donc c'est plus facile à demander sous la forme d'un service entre deux personnes qui se connaissent, et où on peut s'échanger des services d'ailleurs, qu'un inconnu. Alors, il y en a qui le font sans avoir aucune connexion avec vous, mais ça reste assez rare, et connaître la personne avant de lui demander qu'elle vous donne une heure de son temps, c'est sûr que ça aide. On vit dans un monde où tout le monde est beaucoup trop occupé. Donc si vous avez déjà une relation avec quelqu'un, ou au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça facilite beaucoup les choses. Alors vous allez me dire, mais ok, c'est mignon le réseau, mais comment on développe le réseau? Pareil, je suis pas sûre d'avoir la bonne réponse parce que je me trouve pas particulièrement bonne dans cet exercice, mais je vais vous dire comment moi j'ai fait, mettons, et en allant prendre des avis ailleurs que sur cette chaîne pour compléter mes propos, vous pourrez vous faire votre propre idée de comment développer un réseau. Pour être honnête, j'ai développé le mien sans m'en rendre compte, mais surtout sans idée derrière la tête. Je suis jamais allée dans un endroit en me disant « je vais développer mon réseau ». En fait, j'ai eu une période où je participais à tout, parce que j'étais dans des années très stimulantes intellectuellement, et j'avais soif de toujours plus, et j'ai participé à tous les concours de recherche qui se sont présentés à moi, tous les meet-up d'ingénieurs, mon groupe à l'université, j'ai rejoint plusieurs associations, je participais à des conférences, plein d'activités, presque tout ce qui passait, j'y allais. Sauf que je suis pas vraiment bonne pour aller à la rencontre de quelqu'un que je connais pas, et d'arriver à avoir une conversation sans la connaître. D'ailleurs, si vous m'avez déjà rencontré en vrai, vous le savez, je sais jamais quoi dire, je finis toujours très vite la conversation en disant « Bon salut et merci ». Pas parce que je veux pas vous parler, mais parce que je sais pas quoi dire. C'est vraiment pas mon fort. Et c'était pareil, évidemment, dans tous les événements auxquels je venais assister, et c'est encore le cas aujourd'hui, et j'ai du mal à créer des connexions comme ça avec les gens. Donc ces événements n'étaient pas forcément hyper rentables en termes de nouvelles relations, et je mets des guillemets à rentable parce que c'est pas pour ça que j'y allais. Tous ces événements m'ont toujours été bénéfiques d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas forcément su en profiter à la hauteur de ce que j'aurais pu en profiter. C'est ça que les guillemets veulent dire. Et finalement, mon réseau s'est le plus développé, non pas en étant présente à plein de trucs, mais en étant actrice des événements. Les concours de recherche, où on présente sa recherche avec un poster ou une présentation orale, comme le concours Ma thèse en 180 secondes, si vous connaissez, quand on participe activement à l'événement, on rencontre forcément des gens. Les organisateurs, les membres du jury, les autres participants, et on a déjà quelque chose en commun, quelque chose qui nous lie. Et on se pose probablement les mêmes questions, du genre est-ce que tu sais s'il va y avoir un micro dans la main, ou s'il va être sur un trépied, et on va attendre au même endroit, et au même moment, pendant longtemps, donc on échange forcément, on partage quelque chose. Et c'est là qu'on crée de vraies relations. En plus, on est souvent dans des moments de vulnérabilité quand on doit passer devant tout le monde, et on sait tout de suite si ça marche avec telle ou telle personne. Au-delà des événements publics, il y a aussi le web. Il y a une énorme partie de mon réseau qui vient de Syllabus. J'ai commencé donc avec un blog, donc j'étais actrice de la chose, et ce blog, même s'il avait presque pas de vues, il m'a permis d'entrer au Café des Sciences et d'accéder à une toute nouvelle communauté. Et j'ai rencontré plein de gens par ce biais-là. Puis j'ai commencé ma chaîne YouTube, qui m'a aussi fait entrer dans un nouveau cercle, mais je suis pas entrée dans ce cercle en demandant d'y entrer, j'ai fait partie du cercle parce que j'en étais une actrice. Je participais au forum sur la Vidéothèque d'Alexandrie à ses débuts, on échangeait sur Twitter, sur un Messenger, parce qu'on faisait la même chose. On gagne sa place dans une communauté en étant acteur de celle-ci.
Et puis maintenant, au fur et à mesure que mes vidéos s'améliorent, il y a de plus en plus de chercheurs qui me font confiance pour que je parle de leurs travaux dans mes vidéos. Et c'est comme ça qu'en plus de mes années en recherche académique, je connais aussi des chercheurs dans des domaines très éloignés des miens. Donc ça se développe, mais vraiment de petit à petit. Tout ça pour dire, mon point, c'est pas de dire de participer à absolument tout et de chercher à faire plein de relations. Non. Mon point, c'est si vous voulez faire de la vulgarisation, faites de la vulgarisation. Soyez acteur de celle-ci, participez à des événements, soyez bénévole pour plein de trucs, sans se dire que un jour ça va vous rapporter une relecture. Donc ne le faites pas pour le réseau. Ce qui est un peu ironique à dire dans une vidéo sur le réseau, mais on n'est pas à une contradiction près. Mais bref, tout ça, faites-le pour vous développer, pour apprendre, pour participer. Et quand vous le faites pour les bonnes raisons, votre réseau sera sain et il se développera de lui-même. Et soyez pas pressés aussi, développer des relations, des vraies relations, ça prend du temps. J'ai 8 ans de recherche, ça fait 10 ans que je fais de la vulgarisation, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je commence à connaître quelques personnes. Mais laissez-vous le temps. Donc si aujourd'hui vous estimez que vous n'avez pas de réseau, c'est soit que vous êtes trop pressé, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, soit que vous êtes peut-être pas assez investi dans la communauté, ou que vous n'avez pas trouvé le bon moyen de vous investir là-dedans. Ouvrez-vous aux autres. Et peut-être si on revient au cas où vous envoyez une demande de relecture, mettez-vous à la place des gens quand vous demandez une relecture, à quelqu'un que vous ne connaissez pas particulièrement. Et si vous n'êtes pas déjà acteur du milieu et que vous ne pouvez pas montrer ce que vous faites. Ça veut dire que le relecteur, si c'est moi par exemple, on ne sait pas qui vous êtes, on ne connaît pas vos travaux, on ne sait pas à quoi va servir cette relecture. Moi ça m'est déjà arrivé, je pense que j'en avais déjà parlé, de refuser une collaboration. C'était pas une relecture, mais l'exemple fonctionne quand même, avec quelqu'un pour des raisons complètement extérieures, je sais plus lesquelles pour être honnête, et de me rendre compte 2 mois plus tard, ou je sais plus combien de temps plus tard, que cette personne ne correspondait pas du tout à mes valeurs. Et finalement, j'étais contente d'avoir refusé parce que j'aurais pas voulu être associée à cette personne. Quand vous demandez une relecture comme ça à froid et quand vous ne connaissez pas, on sait pas à quoi on va être associé, c'est difficile d'accepter ce genre de choses aussi. Ceci étant dit, des fois, contacter des gens qu'on connaît pas, ça marche. Il y a plein de gens qui ont vraiment envie d'aider les personnes qui vulgarisent, et j'ai d'ailleurs beaucoup d'admiration pour le dévouement de ces personnes qui prennent vraiment le temps, et ça vaut la peine de tenter sa chance. Mais il faut être conscient que ces personnes-là sont rares. Moi-même, je fais sans arrêt des demandes à des chercheurs, que je connais pas aussi, mais c'est 1000 fois plus simple si on a déjà une connexion de près ou de loin avec cette personne. Et là, certains d'entre vous, vous allez peut-être me dire que vous êtes dans la situation où vous débutez, vous êtes au tout début, vous n'avez pas de réseau, genre rien, zéro. Donc comment on fait quand on part de zéro pour arriver juste à la première marche? Simple. On fait des choses à notre portée. Commencez par un sujet dont vous êtes expert ou que vous connaissez bien, vulgarisez des choses plus simples, de sorte à ce que vous n'ayez pas vraiment besoin de relecture technique. Ça sera vos premiers pas, soyez progressifs. Et de plus en plus vous vous améliorerez, plus vous irez loin, plus vous pourrez commencer à demander de l'aide. Et pour info, ça m'arrive aussi ce genre de choses. Il y a des sujets que je choisis de ne pas traiter parce que je n'ai pas assez de connaissances et que je n'ai pas non plus accès à un relecteur ou une relectrice pour m'aider. Exemple. Ma vidéo sur les fourrures des capuches d'il y a 4-5 mois. Il y a un seul article qui en parle, donc il n'y a pas beaucoup d'experts dans le monde. J'ai contacté la chercheuse principale il y a peut-être 2 ans pour une demande d'interview pour parler de son article. Je la connaissais pas, j'ai tenté ma chance, et comme de fait, elle m'a jamais répondu et j'ai abandonné le sujet. J'ai abandonné le sujet. Je sentais que j'avais des points dans l'article où je comprenais pas tout, donc je pouvais pas vulgariser quelque chose que je ne comprenais pas. Donc le sujet, je l'ai mis à la porte. Et puis il y a quelques mois, je discutais avec une personne que je connaissais de ma thèse, d'où le réseau, et qui venait de devenir prof d'université. Bref, on discutait. Et je me suis rendu compte qu'il serait tout à fait compétent pour cette vidéo, pour comprendre l'article sur les capuches, et aussi j'ai senti un intérêt de sa part. Donc je lui ai demandé son aide, il a accepté, il m'a tout débloqué en un mail, j'ai pu faire la vidéo et il a même relu mon script. Mais j'ai attendu 2 ans pour faire cette vidéo, j'ai attendu d'avoir le bon relecteur, la bonne aide, la bonne personne pour ça. On va quand même s'entendre sur quelque chose, je viens déjà du milieu académique. Ça me facilite énormément la tâche parce que j'ai déjà mes entrées. Le simple fait de rajouter PhD dans sa signature de mail, donc PhD ça veut dire que tu as un doctorat grosso modo, ça aide à avoir une connexion et une crédibilité auprès des chercheurs. Donc j'ai clairement accès à un raccourci grâce à ça que tout le monde n'a pas, mais ça rend pas la chose impossible. La plupart des journalistes scientifiques n'ont pas de doctorat, ils arrivent quand même à parler aux chercheurs. Donc oui, je suis d'accord, j'ai un privilège de ce point de vue-là, mais visiblement, on peut y arriver sans. Dernier petit conseil, pensez aussi à cibler vos relecteurs. Si vous faites une communication sur un sujet en particulier, demandez à quelqu'un qui s'y connaît dans ce sujet. Alors je sais que ça semble complètement évident comme ça, mais je le précise parce que moi-même je reçois des demandes de relecture sur des tas de sujets sur lesquels je connais que dalle. Sur l'énergie, les changements climatiques, donc évidemment je refuse. Et ne confondez pas un vulgarisateur
et un scientifique. Parfois, les gens ont les deux casquettes, mais jamais sur tous les sujets du monde. Donc il faut cibler la personne en fonction de ses compétences, pas parce que c'est la seule personne que vous connaissez. Voilà donc mes petits conseils, n'hésitez pas à ajouter les vôtres, je vous partage mon expérience, mais faites la part des choses. Il y a plein de façons de créer son réseau, il y a plein de façons de trouver des relecteurs. La mienne n'est pas forcément la meilleure et certainement pas la seule. Si vous voulez en savoir plus sur comment créer un réseau, cherchez d'autres sources d'informations. Ne vous limitez surtout pas à cette chaîne, jamais. Et si vous avez vous-même des conseils pour créer un réseau, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire, on pourra s'entraider comme ça, puis moi-même je pourrai apprendre de vous. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. J'ai dit sur Syllabus, donc la chaîne principale, que je ralentissais le rythme des vidéos pour l'été. C'est vrai, mais c'est pas le cas de Syllabus Plus. Sur Syllabus Plus, on continue tous les lundis à 18h pour la France, 12h pour le Québec. Et justement, on pourra d'ailleurs parler de l'intérêt d'arrêter de publier des vidéos pendant quelques temps, si ça vous intéresse. Bref, on se retrouve lundi prochain